Europe 1, il est 18h32. Place au fait du jour ce soir sur le début des sanctions américaines contre l'Iran, François. Et n'hésitez pas à nous poser des questions ou faire des remarques à nos invités. Vous envoyez un message sur Twitter, #E1Soir. D'abord, un peu de contexte parce que c'est vrai que c'est une histoire qui est un petit peu compliquée, qui est étalée sur plusieurs années, mais qui est ô combien passionnante. L'Iran a subi des sanctions économiques pendant plusieurs années à cause de son programme de recherche sur le nucléaire. Après des années de négociations, un accord a été trouvé à Vienne en juillet 2015. Cet accord impose à l'Iran de limiter son enrichissement d'uranium et en échange, les sanctions économiques étaient levées. Elles ont commencé à l'être en janvier 2016, mais un an plus tard, Donald Trump s'installait à la Maison-Blanche, puis il y a 3 mois, il confirmait sa volonté de sortir les États-Unis de cet accord. Conséquence directe, la mise en place de nouvelles sanctions américaines. Bonsoir Nicolas Barré. Bonsoir François. Les auditeurs d'Europe 1 vous connaissent bien, on vous entend chaque matin de la saison à 8h, vous êtes le directeur de la rédaction des Échos. Merci à vous d'être avec nous pour ce débat. Ces nouvelles sanctions américaines s'appliquent dans quelques heures et elles ont des conséquences directes pour des grandes entreprises françaises. Oui, tout à fait. Ce qu'il faut bien voir, c'est que ces sanctions, elles ont déjà eu un impact, en quelque sorte, parce que l'Iran, c'était, après l'accord sur le nucléaire iranien, l'Iran, c'était une promesse. C'était devenu un Eldorado. Voilà, on se disait, ce marché va se développer, c'est 80 millions d'habitants, on va investir en Iran. L'argent qui a été bloqué à l'étranger, il y avait plusieurs dizaines de milliards de dollars qui avaient été bloqués dans le régime précédent de sanctions. Cet argent va revenir en Iran et l'économie va renaître. Et puis là, les sanctions qui ont été annoncées par Donald Trump depuis le mois d'avril, en fait, ont déjà eu un impact considérable sur l'économie iranienne. Et cette promesse de grands marchés qui fonctionne bien pour les entreprises étrangères et notamment françaises, cette promesse, elle s'est déjà un peu évanouie. L'impact est à peine annoncé, c'est pas encore mis en vigueur, mais c'est déjà appliqué par les gens. Il y a une sorte d'impact psychologique. Exactement. La croissance est en chute et on s'attend même à une croissance zéro l'année prochaine quand le deuxième train de sanctions sera mis en œuvre, qui portera là sur le pétrole, c'est à partir du mois de novembre, ce sera beaucoup plus grave. Et puis vous avez un climat aussi d'hyperinflation. On se retrouve aujourd'hui avec une économie où il y a 200% d'inflation, c'est considérable. Et puis, vous avez la monnaie iranienne, le rial, qui s'est effondrée. Je vérifiais juste à l'instant, avant de rentrer dans ce studio, il faut 51 000 rials pour faire 1 euro. Donc vous vous rendez compte, c'est une monnaie qui ne vaut plus rien. Donc, si vous voulez, dans un marché comme ça, c'est très difficile de se dire qu'on va faire de très bonnes affaires. Alors, ces sanctions, par ailleurs, elles ont un impact, c'est vrai, vous le dites, immédiat sur toutes les entreprises qui sont là-bas, en tout cas dans les secteurs visés. Parce que la France avait commencé à retourner en Iran. Voilà, la France avait commencé et des très grandes entreprises du CAC 40, on pense à PSA, Renault, Total, Airbus, Sanofi, Accor, Alstom, d'autres. Elles avaient commencé à construire quelque chose, il y avait des contrats, il y avait des livraisons déjà. Notamment PSA. Pour PSA, c'est 450 000 voitures vendues chaque année en Iran. C'est le deuxième marché après la France, devant la Chine. Donc vous imaginez, c'est un marché qui avait de très fortes potentialités. Quand on se rend à Téhéran, on voit des dizaines de milliers de voitures françaises. On voit Renault des 405, on voit des... Voilà, exactement. Et puis, PSA avait conclu un accord avec deux partenaires iraniens pour continuer à produire de nouveaux modèles. Même chose pour Renault. Renault était un petit peu en retard par rapport à PSA, mais avait des projets également très très importants. Et donc, aujourd'hui, ces entreprises sont obligées de partir parce que, tout simplement, elles n'ont pas le choix. Vous êtes sous un régime où, en gros, les États-Unis vous disent si vous ne partez pas d'Iran, vous n'aurez pas accès au marché iranien. Mais ça va bien au-delà. C'est-à-dire qu'une entreprise du CAC 40, une grande entreprise, si elle continue à faire des affaires en Iran, elle se coupe des marchés financiers internationaux, parce que c'est des marchés qui fonctionnent en dollars, sur lesquels les banques américaines sont très importantes. Donc ça veut dire qu'elles se coupent de tout ce financement. Comment fonctionnent ces sanctions et à quel moment on est exposé à des sanctions? Donc, sous quelles conditions? Dès qu'on travaille en dollars, dès qu'on a un contrat en dollars, y compris avec une contrepartie qui n'est pas iranienne. Par exemple, une entreprise française qui conclut un contrat en dollars pour aller vendre ses produits au Brésil, par exemple, il n'y a pas d'Iranien là-dedans. Mais le fait d'utiliser le dollar fait que les Américains peuvent vous rattraper. Et si vous continuez à travailler avec l'Iran,
dès lors que vous avez utilisé la monnaie américaine, vous pouvez être sanctionné. Donc, c'est ce qu'on appelle l'extraterritorialité. Ça veut dire que quoi qu'on fasse, y compris pas du tout en lien avec les États-Unis, si par ailleurs on a des activités en dollars, les États-Unis disent on est compétent pour vous juger, pour vous mettre à l'amende. Vous pouvez même être coincé parce que vous utilisez un logiciel américain, vous vous rendez compte ? Tout le monde utilise des logiciels américains. Dans ce studio, il y a des logiciels installés. Vous pouvez vous faire rattraper par le système judiciaire américain qui peut vous coincer en disant vous utilisez des produits américains, or par ailleurs vous avez une filiale même qui travaille avec l'Iran et donc on vous coince. Et puis par ailleurs, ces entreprises internationales françaises qui travaillent en Iran, qui travaillaient en Iran, elles ont des actionnaires en général, elles sont cotées en bourse. Donc vous avez des actionnaires américains dans le lot. Total, par exemple, 30% de son capital est détenu par des Américains. Et donc, du jour au lendemain, s'ils continuent à travailler avec l'Iran, ça veut dire que ces actionnaires américains doivent vendre leurs actions. Donc c'est évidemment impensable. Quand un groupe comme Total, qui est présent dans 130 pays, qui utilise des banques américaines pour plein de projets partout dans le monde, fait la balance entre le risque que ça représente et puis le marché iranien, il n'y a pas photo. Le paradoxe de tout ça, c'est que ces sanctions américaines, elles ont pour conséquence de sanctionner les meilleurs alliés des États-Unis, c'est-à-dire nous, les Européens, au profit, en revanche, des intérêts chinois, qui, en l'occurrence, pour Total, par exemple... Ceux qui sont moins liés aux États-Unis vont en profiter, finalement. Ils vont en profiter. Alors que, par ailleurs, il y a une guerre commerciale entre Trump et la Chine. Tout à fait. Donc c'est effectivement rempli de paradoxes. Mais en Iran, vous aviez un énorme projet Total. Eh bien, c'est un grand groupe chinois qui va récupérer la mise. Justement, ce projet, on peut donner quelques détails. C'était d'exploiter le plus grand ou le deuxième plus grand champ gazier au monde. Exactement. Donc des millions de barils, des millions de mètres cubes de gaz. Ils devaient investir avec leurs partenaires iraniens à 50-50, 5 milliards de dollars. Et aujourd'hui, ils sont obligés de quitter ce projet. Ils vont être remplacés par des Chinois. Qui en profitent en fait de tout ça ? Ce sont les Chinois, les Indiens également, qui continuent à faire du business avec l'Iran, et puis les Turcs. C'est les trois grands pays qui vont en bénéficier. Ce qui va se passer dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, c'est encore plus grave, puisque à partir du mois de novembre, les sanctions vont s'appliquer au pétrole. Et alors là, ça veut dire que les Iraniens ne pourront plus vendre de pétrole sur les marchés internationaux. Parce qu'il faut dire que l'Iran, c'est l'une des plus grandes réserves de pétrole au monde. Alors, c'est pas les États-Unis, c'est pas la Russie, mais c'est quand même, dans ses sous-sols, beaucoup de... Voilà, ils produisent 2,5 millions de barils jour à peu près. Et ça devait s'accélérer, je crois, ça, parce qu'ils avaient des installations un peu vieillissantes, mais qui allaient être modernisées, justement. Exactement, donc c'est un gros producteur. Ces sanctions on estime que ça va réduire par 2 leurs exportations extrêmement rapidement. La France, par exemple, a cessé d'acheter du pétrole iranien depuis le mois de juin. Donc ça, on l'a remplacé par Trump, quoi, finalement. Voilà, on l'a remplacé par du pétrole russe. Donc là aussi, les Russes bénéficient en quelque sorte décision de Donald Trump. Cette affaire. Mais le problème, c'est que le pétrole, c'est 20% du PIB iranien, donc c'est considérable. Donc ça va frapper très très fortement l'économie iranienne. Or aujourd'hui, on voit déjà les conséquences. Il y a des conséquences sociales, il y a des manifestations dans les grandes villes, à Téhéran en particulier. Pour en revenir, on viendra sur l'Iran après, mais pour en revenir à ces entreprises françaises, PSA par exemple, Peugeot, Citroën et puis Renault. Là, on est vraiment dans, effectivement, 2 entreprises qui, je crois, pouvaient atteindre 40% du marché iranien. On rappelle, c'est 80 millions d'habitants, hein, l'Iran. C'est autant d'habitants que l'Allemagne, en tout cas, c'est plus que la France. Là, elles se retirent, ces deux-là, PSA et Renault, elles se retirent, c'est fini, terminé. C'est fini. Alors elles disent qu'elles mettent sous cloche, elles demandent à leurs partenaires iraniens de mettre sous cloche les équipements pour, on ne sait jamais, si les sanctions sont levées d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, pour pouvoir redémarrer ces usines qui existent, en tout cas dans le cas de PSA. Donc, mais est-ce que l'Iran ne risque pas de leur en vouloir à ces entreprises, d'être vexées en quelque sorte que ces entreprises françaises qui allaient se ruer sur l'Eldorado iranien, finalement s'enfuient à la première difficulté venue des États-Unis ? Non, ça je ne pense pas, parce qu'au contraire, les autorités iraniennes ont favorisé l'installation de ces entreprises. Elles étaient en soutien de ces investissements-là. Et d'ailleurs, les Français ont été un peu plus disons... Ils sont allés plus doucement. Certains Français y sont allés plus doucement, d'autres y sont allés de façon beaucoup plus agressive dès que les sanctions, dès que l'accord sur le nucléaire avait été signé. Il y a eu tout un tas de délégations étrangères qui se sont ruées en Iran pour faire coucou et dire on est là, on va faire commerce avec vous. Voilà, et les Français
avaient vraiment une carte à jouer, et notamment ceux que vous citiez, PSA et Renault, puisque PSA, c'est historique. Ça fait tout le monde en Iran connaît cette marque, connaît Peugeot et les marques Peugeot et Citroën. Donc c'est assez, c'est extrêmement brutal. Il y a une question qui est politique dans tout ça, c'est est-ce que l'Europe, est-ce que la France s'est soumise aux règles américaines ? Totalement. Aujourd'hui, on n'a aucun autre moyen. Soumis parce qu'on n'avait pas le choix ou soumis par diplomatie ? Soumis parce qu'on n'avait tout simplement pas le choix. Quand on est dans la mondialisation, quand on fait du commerce avec le monde entier, forcément à un moment ou à un autre, on rencontre une banque américaine et on rencontre des dollars. Dès lors, vous êtes complètement coincé. Quand les Américains vous disent vous ne pouvez plus travailler avec un tel ou un tel, il n'y a pas d'autre choix que de se soumettre à cette décision. C'est extraterritorial, on peut considérer que c'est injuste, c'est contraire en plus à nos objectifs diplomatiques, parce que la France ou l'Europe estime que ces sanctions vont être contre-productives, qu'elles vont... c'est pas certain d'ailleurs, mais c'est la théorie européenne consiste à dire que ces sanctions vont finalement renforcer le camp conservateur en Iran. Parce que d'autres en Iran pensent que ça peut aussi faire bouger le régime dans le bon sens. Si on revient sur l'histoire, le programme nucléaire iranien s'était mené par l'ancien président Mahmoud Ahmadinejad. Vient ensuite, en 2013, je crois, un nouveau président, Hassan Rouhani. C'est lui qui valide le fait d'aller négocier avec les Occidentaux et avec la Chine et la Russie. Et finalement, il y a un accord et puis cet accord, il tombe. Et puis Rouhani qui survend un peu cet accord et l'impact de cet accord à la société iranienne. La société iranienne avait l'espoir que grâce à cet accord, l'économie s'ouvre, qu'on assiste à plus de libéralisation, qui est un vent de reprise, qui se passe quelque chose. Et il avait beaucoup misé de capital politique sur cette ouverture. En réalité, avant même l'élection de Trump, on voyait bien que finalement c'était plus compliqué que prévu, que la croissance n'était pas là, que la situation sociale ne s'améliorait pas aussi rapidement que ce qu'on aurait pu espérer. Et du coup, Rouhani a été affaibli par cette situation. Aujourd'hui, il est évidemment encore plus affaibli, ce qui pose un énorme problème ensuite pour savoir comment sortir de cette impasse dans laquelle se trouve Téhéran. On va en parler également avec Dominique Moisy qui nous a rejoint. Bonsoir Dominique Moisy. Bonsoir. Vous êtes géopoliticien, conseiller spécial de l'Institut Montaigne. On a parlé avec Nicolas Barré beaucoup de ce qui se passait pour les entreprises françaises, de ces contrats qui tombaient par terre après des années de négociations. Quelles conséquences le début de ces sanctions peut avoir sur la population iranienne et sur les politiciens iraniens, le président Rouhani ? Je crois que la première conséquence, c'est un renforcement en réalité des durs du régime par opposition à ce qu'on pourrait appeler les modérés. Avec ce paradoxe, si les États-Unis veulent changer le régime, si telle est vraiment leur intention, faire tomber le régime des mollahs par un régime de sanctions économiques toujours plus sévère, dans un premier temps, au moins, il renforce les plus durs. Et on voit qu'il y a aussi ces paradoxes que soulignait Nicolas Barré, puisque ces sanctions qui s'appliquent en fait principalement aux alliés européens des États-Unis, elles profitent du coup aux Russes, aux Turcs, aux Chinois. Oui, mais si les sanctions demain touchent le secteur pétrolier, ce qui serait infiniment plus grave pour le régime des mollahs, le seul espoir de Téhéran, c'est que la Chine en particulier ne cède pas aux pressions américaines et utilise au contraire cette politique de sanctions américaines pour dire, écoutez, vous voulez la guerre commerciale ? Eh bien moi je sauve le régime de Téhéran, à vous de choisir. Dans un communiqué ce soir, Donald Trump dit « Je reste ouvert à un accord plus global qui concernerait l'ensemble des activités néfastes de l'Iran », c'est ce que dit Donald Trump, y compris son programme balistique et son soutien au terrorisme. Est-ce que vous croyez à la possibilité d'un nouvel accord, Dominique Moisy ? Il est très difficile de définir la politique étrangère de Donald Trump. Est-ce à travers ses tweets qu'on peut la lire, ou est-ce que c'est à travers les déclarations des principaux responsables ? On a de plus en plus l'impression, vu de l'extérieur, qu'il y a deux politiques étrangères. Une personnelle de Donald Trump, l'autre
celle des services. Donc de quelle politique s'agit-il? J'ai quand même l'impression, si je regarde la personnalité de John Bolton, le conseiller national à la sécurité, que l'Amérique revient, sans le dire, à la politique qui était la sienne avant le début de la guerre en Irak. Il ne s'agit pas de faire la guerre au sens classique du terme, comme c'était le cas contre Saddam Hussein, mais il s'agit de renverser le régime des mollahs avec l'idée qui était très populaire au début des années 2000, que le monde musulman avait traversé deux phases, une phase nationaliste, une phase islamiste, qu'il était désormais nécessaire qu'il entre dans une troisième phase démocratique. Et on voit où ça a amené les États-Unis et le monde au début du XXIe siècle. Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, il nous reste une minute. Est-ce que les entreprises françaises ou européennes ont moyen de contourner ces sanctions? Et vous parliez du rôle du dollar, est-ce que l'euro peut être utilisé puisque c'est une monnaie de 17 pays? C'est extrêmement compliqué. Non, il n'y a pas vraiment de moyens. On a exploré la Banque Centrale Européenne, les banques centrales également de France et d'autres pays, d'Italie, ont essayé d'explorer des pistes pour se substituer par exemple aux banques privées et faire elles-mêmes un métier de banquier en se disant que derrière il y a un État et donc on ne pourrait pas être attaqué. Et malgré tout, c'est juridiquement extrêmement difficile. C'est-à-dire que les gouvernements, la Commission européenne ont étudié ce qui était possible de faire et oui, on est toujours pris au piège des Américains. Ils ont étudié des scénarios, mais on n'arrive pas à une stratégie de contournement véritablement efficace. Les Iraniens vont essayer une stratégie de contournement qui consiste à faire du troc avec certains pays, notamment avec la Russie. Il y a un accord de troc qui a été mis en place, qui porte sur 50 milliards de dollars, donc c'est considérable. Ils vont essayer de faire du troc avec un certain nombre de pays, mais c'est très difficile pour des pays comme les nôtres. Eh bien, on vous réinvitera pour nous en parler de nouveau. Merci beaucoup Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Merci Dominique Moisy. Je rappelle que vous êtes géopoliticien, conseiller spécial de l'Institut Montaigne. Merci à vous deux d'être venus débattre dans Europe Soir.